bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et à quelle heure. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Début décembre, mon patron m'a presque poussé dehors, insistant pour que je prenne enfin les congés que j'accumulais depuis 5 ans dans ce cabinet comptable. Ma sœur plaisantait souvent en disant qu'à l'époque où nos anciens camarades de lycée avaient déjà leur deuxième enfant, moi, j'étais toujours marié à mes tableaux Excel et à mes rapports d'audit. Elle n'avait pas tort. Alors, quand un collègue a mentionné que son oncle louait une cabane près du lac Champlain, dans le Vermont, je me suis dit, pourquoi pas? L'endroit était à 3 heures de Burlington, en pleine forêt, le genre de retraite isolée qui promettait le silence, et peut-être une chance de me rappeler ce que signifiait se détendre. J'ai fait mes valises légèrement, quelques livres, mon ordinateur portable, assez de provisions pour une semaine, et une bouteille de whisky que je gardais pour une occasion spéciale. La météo annonçait de la neige, mais rien qui semblait assez sérieux pour annuler mes plans. Je suis arrivé un jeudi après-midi, et la cabane a dépassé mes attentes. Elle se trouvait au bout d'un chemin de gravier sinueux, entouré de pins imposants qui bloquaient la majeure partie du ciel gris d'hiver. La structure elle-même était ancienne, mais solide, construite en bois sombre qui avait résisté à des décennies d'hiver rigoureux du Vermont. À l'intérieur, j'ai trouvé une pièce principale avec une cheminée en pierre, une petite cuisine équipée d'appareils qui semblaient sortir d'une autre décennie, une chambre avec un lit queen surprenamment confortable, et une salle de bain dont la plomberie grinçait mais fonctionnait. Le propriétaire, un homme nommé Harold Brennan, qui parlait avec l'efficacité brusque de quelqu'un qui valorisait son temps, avait laissé un classeur avec des instructions sur le générateur, le chauffe-eau, et le tas de bois empilé sous une bâche derrière la cabane. Il avait aussi laissé son numéro pour les urgences, bien qu'il m'ait prévenu que le réseau était au mieux aléatoire. Je me souviens avoir pensé que cela faisait partie du charme. Les 2 premiers jours se sont écoulés dans la monotonie paisible que j'avais tant désirée. Je me réveillais tard, faisais du café dans la cafetière à percolateur que j'avais trouvée dans un placard, lisais près du feu, et faisais de courtes promenades le long du sentier qui menait à un ruisseau gelé à environ 1 kilomètre de la cabane. Le silence était extraordinaire. Pas simplement l'absence de bruit que l'on trouve dans un appartement calme, mais quelque chose de plus profond, presque physique. La nuit, l'obscurité à l'extérieur des fenêtres était si totale qu'on aurait dit que la cabane flottait dans le vide. Je dormais mieux que depuis des années. Samedi matin, j'ai remarqué que le ciel avait pris la couleur du ciment mouillé et que la température avait chuté de manière significative. J'ai vérifié mon téléphone, qui n'avait qu'une seule barre de réseau si je me tenais près de la fenêtre de la cuisine à un angle précis, et j'ai vu l'alerte météo. Une tempête hivernale majeure arrivait plus vite que prévu. Il annonçait jusqu'à 60 cm de neige, des vents violents, et une visibilité quasi nulle d'ici le soir. J'ai passé l'après-midi à me préparer du mieux que je pouvais. J'ai rentré du bois supplémentaire, rempli tous les récipients que j'ai pu trouver d'eau au cas où les tuyaux gèleraient, et vérifié que je savais utiliser le générateur de secours dont Harold avait parlé. Vers 16 heures, la neige a commencé à tomber avec une intensité qui m'a surpris. Les flocons n'étaient pas du genre doux et pittoresque qu'on voit sur les cartes de Noël. Ceux-ci étaient denses, lourds, poussés latéralement par des rafales qui faisaient grincer les murs de la cabane. En moins d'1 heure, le chemin de gravier avait complètement disparu sous un manteau blanc, et les pins à la lisière de la clairière étaient devenus des formes sombres et floues derrière des rideaux de neige tourbillonnante. Je me suis dit que c'était bien, voire excitant d'une certaine manière. J'avais de la nourriture, de la chaleur, et nulle part où aller. La tempête passerait, les chasse-neige viendraient éventuellement, et j'aurais une bonne histoire à raconter au bureau. Cette confiance a duré jusqu'à environ 18h30, quand toutes les lumières de la cabane ont vacillé 2 fois avant de s'éteindre. L'obscurité soudaine était désorientante d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je suis resté assis sur le canapé pendant un long moment, attendant que les lumières reviennent, écoutant le vent hurler contre les fenêtres comme si quelque chose essayait d'entrer. Quand il est devenu clair que le courant ne reviendrait pas de lui-même, j'ai tâtonné pour trouver mon téléphone et utiliser sa lampe torche pour localiser les bougies dont Harold avait parlé dans son classeur. Il y en avait environ une douzaine dans un tiroir de la cuisine, avec une boîte d'allumettes qui sentait faiblement le soufre. J'en ai allumé 3 et les ai placées autour de la pièce principale, créant de petites îles de lumière orange vacillantes qui repoussaient à peine l'obscurité. Heureusement, le feu dans la cheminée brûlait encore vigoureusement. Au moins, j'avais de la chaleur et un peu de visibilité dans cette partie de la cabane.
J'ai réessayé mon téléphone, espérant appeler Harold ou peut-être joindre les services d'urgence, mais le signal avait complètement disparu. La tempête avait probablement endommagé la tour de téléphonie mobile la plus proche. Ou peut-être que les conditions étaient simplement trop sévères pour que tout signal puisse passer. Dans tous les cas, j'étais officiellement coupé du monde extérieur. Le générateur était ma prochaine pensée, mais les instructions de Harold avaient été claires, il n'était à utiliser qu'en cas de véritable urgence et nécessitait un démarrage manuel depuis l'extérieur. L'unité se trouvait dans un petit abri à environ 10 mètres de la porte arrière, près du tas de bois. J'ai enfilé mon manteau le plus épais, tiré un bonnet en laine sur mes oreilles, et attrapé la lampe torche que j'avais vue dans le placard près de l'entrée principale. Quand j'ai ouvert la porte arrière, le froid m'a frappé comme un coup physique. Ce froid humide et pénétrant, spécialité des hivers du Vermont. La neige tombait si drue que je pouvais à peine voir le tas de bois, et le vent a immédiatement essayé d'arracher la porte de ma main. Je suis sorti, m'enfonçant presque jusqu'aux genoux dans la neige fraîche, et me suis dirigé vers l'abri du générateur. C'est alors que j'ai remarqué les empreintes pour la première fois. Elles émergeaient de la lisière des arbres à ma gauche, une série de dépressions dans la neige qui contournaient le côté de la cabane plutôt que de se diriger vers la porte d'entrée ou la route. Elles étaient partiellement comblées, peut-être vieilles d'une heure ou deux à en juger par la quantité de neige fraîche qui s'y était accumulée, mais toujours distinctement visible dans le faisceau de ma lampe torche. Je suis resté là un moment, la neige me fouettant le visage, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma première pensée a été que peut-être Harold était passé pour vérifier la propriété avant que la tempête ne frappe. Ou peut-être qu'un voisin d'une des autres cabanes des alentours s'était approché pour une raison quelconque. Mais cela n'expliquait pas pourquoi les empreintes contournaient la cabane au lieu de se diriger vers la porte d'entrée. Et cela n'expliquait pas non plus pourquoi il n'y avait pas d'empreintes menant vers l'extérieur. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui avait passé des années à analyser des données et à trouver des explications logiques aux incohérences, insistait pour qu'il y ait une réponse simple. Peut-être que la personne avait fait le tour de la cabane et était partie par la route, et que ses empreintes étaient déjà ensevelies. Peut-être que ce n'était qu'un randonneur qui s'était trompé de chemin dans la neige précoce et avait utilisé la cabane comme point de repère avant de continuer sa route. Je me suis dit ces choses en me traînant jusqu'à l'abri du générateur, en faisant démarrer l'unité après 3 tentatives, et en me dirigeant vers l'intérieur. Les lumières se sont rallumées avec un bourdonnement rassurant, et j'ai verrouillé la porte arrière derrière moi, en secouant la neige de mes bottes sur le tapis. J'ai vérifié la porte d'entrée, confirmant qu'elle était verrouillée, et j'ai même testé les fenêtres de la chambre et de la salle de bain. Tout était sécurisé. Je me suis versé un verre du whisky que j'avais apporté, me suis assis près du feu, et j'ai essayé de me convaincre que j'étais ridicule. L'heure suivante a passé lentement. J'ai tenté de lire, mais je me suis surpris à relire le même paragraphe encore et encore, mon attention constamment attirée vers les fenêtres et l'obscurité blanche impénétrable au-delà. Le vent s'était encore renforcé, créant des sifflements étranges en se faufilant à travers des interstices que je n'avais pas remarqués auparavant. Toutes les quelques minutes, la cabane grinçait ou craquait alors que le vieux bois s'adaptait à la température. Et chaque fois, mon cœur faisait un bond avant que je ne reconnaisse le son pour ce qu'il était. Je ne cessais de penser à ces empreintes, repassant l'image dans mon esprit, essayant de me souvenir des détails que j'avais peut-être manqués. N'y avait-il qu'un seul ensemble d'empreintes, ou y en avait-il 2? Quelle était leur taille? Moyenne ou plus grande? Je n'avais pas pensé à regarder de près, trop concentré sur le fait d'atteindre le générateur et de rentrer. Vers 20 h, j'ai décidé de me préparer à dîner, plus pour la distraction que par réelle faim. J'étais debout près du poêle, réchauffant une boîte de soupe, quand je l'ai entendu, un clic doux, à peine audible par-dessus le vent et le sifflement du brûleur à gaz. Il venait de quelque part derrière moi, vers l'arrière de la cabane, le bruit qu'une charnière de porte fait quand elle bouge légèrement, le métal se déplaçant contre le métal. J'ai éteint le brûleur et me suis tenu parfaitement immobile, retenant mon souffle, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit par-dessus la tempête. Pendant un long moment, il n'y a eu que le vent et le crépitement du feu dans l'autre pièce. J'ai commencé à exhaler, à me dire que c'était simplement la cabane qui s'installait à nouveau, quand j'ai entendu autre chose, un plancher qui craquait, le grognement particulier du vieux bois supportant un poids. Cela venait du couloir qui reliait la chambre et la salle de bain à la pièce de vie principale. J'avais marché dans ce couloir des dizaines de fois au cours des derniers jours, et je savais exactement quelles planches faisaient du bruit et lesquelles n'en faisaient pas. C'était la 3e planche depuis la porte de la salle de bain, celle avec la légère déformation qui protestait toujours quand on marchait dessus. Quelqu'un était dans ma cabane.
La réalisation m'a frappé avec une clarté qui semblait presque calme. La façon dont l'esprit s'apaise parfois face à quelque chose de trop immédiat pour la panique. J'ai regardé autour de la cuisine pour trouver quoi que ce soit que je pourrais utiliser comme arme. Le bloc de couteau sur le comptoir contenait quelques lames émoussées que Harold utilisait probablement pour les légumes. J'ai attrapé la plus grande, un couteau de chef avec un manche en bois usé par des années d'utilisation, et me suis positionné de manière à voir l'entrée du couloir tout en gardant mon dos contre le réfrigérateur. La seconde s'est étirée en quelque chose d'élastique et insupportable. J'ai observé l'obscurité béante de ce couloir, attendant qu'une forme émerge, attendant une confirmation que je ne perdais pas la tête. Le générateur bourdonnait régulièrement à l'extérieur. La lumière est restée allumée et le feu a continué à crépiter indifféremment dans le salon. Puis j'ai entendu un autre craquement, celui-ci provenant d'une planche différente, plus proche de l'entrée du couloir. Qui que ce soit derrière moi se déplaçait lentement, prudemment, comme quelqu'un qui savait exactement où il allait et n'était pas pressé d'y arriver. J'ai pensé à crier, à exiger de savoir qui était là, mais quelque chose m'en a empêché. Si cette personne s'était introduite dans la cabane pendant un blizzard, avait attendu silencieusement pendant que je vérifiais les verrous, versais mon whisky et essayais de lire, elle n'était pas là pour une introduction amicale. Elle avait compté sur la tempête, sur mon isolement, sur le fait que personne ne pouvait m'atteindre et que je ne pouvais atteindre personne d'autre. Mon téléphone était inutilement posé sur la table basse du salon. Pas de signal, pas d'aide. Le voisin le plus proche était probablement à 8 km et la route était impraticable. Même si je pouvais sortir, je gèlerais à mort avant d'arriver quelque part. J'étais piégé dans cette cabane avec quelqu'un qui avait choisi ce moment précis pour passer à l'action. J'ai pris une décision à ce moment-là. Le genre de décision que l'on prend quand toutes les options sont terribles et que l'hésitation semble être le pire choix de tous. Au lieu d'attendre que cette personne vienne à moi, j'ai bougé en premier. J'ai traversé la cuisine en 3 enjambées rapides, me suis aplati contre le mur à côté de l'entrée du couloir, et j'ai écouté. La respiration que j'ai entendue n'était pas la mienne. Elle était plus lente, plus contrôlée, venant de juste après le coin, peut-être à 2 mètres de distance. Je pouvais sentir quelque chose de fin sous l'odeur de la fumée de bois et de l'air froid qui s'était infiltré. Des cigarettes, rances et incrustées dans le tissu, mélangées à quelque chose de plus terreux, comme de la terre humide. J'ai serré le couteau plus fort et j'ai essayé de réfléchir. L'interrupteur pour le couloir était de l'autre côté de l'entrée, impossible à atteindre sans m'exposer. Mais je me souvenais de la disposition de la cabane. Je me souvenais qu'il y avait une petite fenêtre au-dessus des toilettes dans la salle de bain, à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Si cette personne était entrée par cette fenêtre, elle l'avait laissée ouverte ou déverrouillée. Si je pouvais passer devant elle, atteindre la porte d'entrée, peut-être que je pourrais arriver à ma voiture. Les clés étaient dans la poche de mon manteau, et mon manteau était accroché près de l'entrée principale. C'était insensé. C'était probablement du suicide par ce temps, mais rester ici semblait pire. Je ne sais pas d'où m'est venu le courage. Ou peut-être que ce n'était pas du courage du tout, mais plutôt une sorte d'instinct animal désespéré. J'ai attrapé une tasse en céramique sur le comptoir et l'ai lancée de toutes mes forces dans le couloir. Elle s'est brisée contre le mur du fond avec un craquement sec. Et dans le même instant, j'ai entendu un mouvement rapide, quelqu'un réagissant au bruit. Je n'ai pas attendu de voir ce qui se passait. J'ai couru vers la porte d'entrée, mes chaussettes glissant sur le plancher en bois, et j'ai attrapé mon manteau sur la patère sans m'arrêter pour l'enfiler. Mes doigts ont trouvé le verrou, l'ont tourné, et je me suis jeté dans le vide blanc hurlant de la tempête. Le froid a été immédiat et brutal, traversant mon pull comme s'il était en papier. Je ne pouvais pas voir à plus de 90 cm devant moi, mais je savais à peu près où j'avais garé ma voiture, et j'ai couru dans cette direction, levant haut les genoux pour traverser la neige qui montait au-dessus de mes genoux. Derrière moi, j'ai entendu la porte de la cabane s'ouvrir violemment contre le mur. Quelqu'un me suivait. J'ai trouvé ma voiture plus par chance que par mémoire. Ma main tendue a heurté le métal froid du capot. J'ai farfouillé dans mon manteau, enfonçant mes bras dans les manches tout en essayant de sortir les clés de ma poche. Le moteur a démarré au 2e essai. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant de quoi que ce soit dans ma vie. J'ai mis la voiture en marche arrière, j'ai senti les pneus patiner inutilement pendant un moment terrifiant, puis s'accrocher à quelque chose de solide sous la neige. Les phares ont percé le blizzard juste assez pour me montrer une silhouette debout à environ 6 mètres de distance, immobile, m'observant. C'était un homme, grand et mince,
vêtu de vêtements sombres déjà recouverts de blanc. Je ne pouvais pas distinguer son visage à travers la neige, mais je pouvais voir qu'il tenait quelque chose dans sa main droite, quelque chose qui reflétait faiblement la lumière des phares avec un éclat métallique terne. Je n'ai pas attendu pour l'identifier. J'ai fait demi-tour, j'ai senti la voiture déraper follement, et j'ai visé l'endroit où je me souvenais que la route commençait. Les 3 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'ai roulé à peut-être 16 km/h, incapable de voir la route, sortant 2 fois dans les fossés et arrivant miraculeusement à libérer la voiture à chaque fois. Mon téléphone a trouvé une seule barre de réseau vers minuit. Et j'ai appelé le 911 avec des doigts si engourdis que je pouvais à peine appuyer sur les boutons. La police a trouvé la cabane le lendemain matin après que la tempête se soit calmée. La fenêtre de la salle de bain était ouverte, le loquet forcé de l'extérieur. À l'intérieur, ils ont découvert des empreintes de bottes boueuses dans tout le couloir et la chambre, ainsi qu'un sac à dos caché sous le lit contenant du ruban adhésif, des liens en plastique, un couteau de chasse, et un téléphone prépayé sans contact enregistré. Ils n'ont jamais attrapé l'homme. La détective qui m'a interrogé, une femme à l'air fatiguée nommée Audrey Sims, m'a dit qu'il soupçonnait que cela était lié à 2 autres cambriolages dans des propriétés isolées de la région au cours de l'année précédente, bien que ses victimes n'aient pas eu autant de chance que moi. Elle n'a pas élaboré sur ce que cela signifiait, et je n'ai pas demandé. Harold Brennan m'a remboursé le loyer et s'est excusé abondamment, bien que je pouvais dire qu'il était plus préoccupé par les questions de responsabilité que par mon bien-être. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Burlington ce même jour, j'ai pris une chambre d'hôtel à la place, et je n'ai pas dormi sans lumière allumée pendant les 3 mois suivants. Même maintenant, 2 ans plus tard, je ne peux pas entendre le grincement d'une planche de parquet ou le clic d'une charnière de porte sans que tout mon corps ne se raidisse. Je ne sais toujours pas qui était cet homme ou pourquoi il a choisi cette cabane, cette nuit, cette tempête. Mais je sais qu'il était patient. Je sais qu'il était préparé. Et je sais que si j'avais attendu 30 secondes de plus dans cette cuisine, je ne serais pas là pour écrire ceci. Lydia Marsh a frappé à ma porte un jour de début novembre avec un prospectus et un discours sur la collecte de jouets organisée par le refuge du comté. Elle habitait 3 maisons plus loin, avait 2 golden retrievers, et possédait ce genre d'enthousiasme inébranlable qui rendait le fait de lui refuser quelque chose aussi difficile que de donner un coup de pied à un chiot. Alors, je me suis inscrite. À la mi-novembre, j'étais étrangement obsédé par toute cette affaire. J'achetais des jouets en promotion pendant mes pauses déjeuner, demandais à mes collègues du bureau d'assurance s'ils avaient quelque chose à donner, et j'emballais même certains des cadeaux moi-même avec du papier recouvert de bonhommes de neige en dessin animé. Cela me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, ce dont j'avais désespérément besoin. Mon mariage avait pris fin ce printemps-là après seulement 2 ans. Et à 26 ans, vivant seul dans une petite maison sur Bearwood Lane, j'étais encore en train de découvrir qui j'étais en dehors du fait d'être l'épouse de quelqu'un. La collecte de jouets est devenue mon projet, ma distraction. Ce samedi matin de fin d'automne, j'avais 2 lourds sacs de courses remplis de dons posés près de mon placard d'entrée, attendant la collecte officielle du quartier prévue pour le dimanche après-midi. Ce samedi a commencé comme n'importe quel autre jour de congé, lent, sans but, délibérément paresseux. J'ai fait du café vers 9 h, j'ai laissé mon chat Clémentine me crier dessus jusqu'à ce que je remplisse sa gamelle, et j'ai décidé de finir d'accrocher les dernières décorations de Noël. Le temps dehors était vif et lumineux, le gel encore visible sur l'herbe, bien que le soleil soit levé depuis des heures. J'ai mis une playlist de vieilles chansons de Noël, celles avec des voix rauques et des arrangements orchestraux qui me rappelaient la cuisine de ma grand-mère. Bing Crosby, Nat King Cole, toutes ces voix d'une autre époque remplissant mon salon pendant que je démêlais une guirlande lumineuse. Vers 11 h, j'étais debout sur un tabouret près de la fenêtre, essayant d'accrocher une décoration sur une branche haute, quand j'ai entendu des enfants rire quelque part dans la rue. Des sons normaux de quartier, des sons rassurants. Je suis descendu, j'ai examiné mon travail, et j'ai décidé que le sapin avait l'air assez bien. Puis il y a eu le coup. 3 petits coups à ma porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la cheminée. 11h47, ma première pensée a été que Lydia était venue un jour plus tôt pour les dons. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et me suis dirigé vers la porte, en continuant à fredonner la musique. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. À travers le panneau de verre à côté de ma porte, j'ai pu voir un homme, peut-être la trentaine, de taille moyenne, portant un bonnet rouge de Père Noël et une veste matelassée bleu marine. Il tenait un porte-documents contre sa poitrine et m'a fait un petit signe quand il m'a vu le regarder. Son visage était ordinaire, oubliable,
le genre de visage que l'on pourrait croiser dans un supermarché sans jamais y repenser. Il avait une barbe courte, soigneusement taillée, et des lunettes à monture métallique qui captaient la lumière. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la porte d'entrée fermée entre nous, comme ma mère me l'avait appris. Il a souri immédiatement, un sourire chaleureux et facile, et s'est présenté comme un bénévole de l'Alliance familiale de Greenfield. Il a dit qu'il faisait des tournées de dernière minute dans le quartier, collectant des dons de jouets pour les familles qui ne pourraient pas rentrer chez elles pour les fêtes, des parents coincés au travail, des proches à l'hôpital, ce genre de choses. Sa voix était calme et sincère, presque répétée, mais pas tout à fait. Il a gesticulé vaguement en direction de la rue, mentionnant que plusieurs voisins avaient déjà contribué. J'ai remarqué un fourgon blanc garé quelques maisons plus loin, sans marque, son moteur apparemment éteint. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû appeler Lydia pour confirmer ou au moins demander à voir une pièce d'identité, mais il semblait si authentique, si inoffensif, et son histoire a touché quelque chose en moi. Ces familles, ces enfants qui n'auraient peut-être pas de cadeaux autrement. Il a mentionné que le délai était serré, qu'il devait trier et distribuer tout avant lundi matin. J'ai pensé aux 2 sacs posés dans mon placard, déjà emballés et prêts. La collecte officielle n'était prévue que pour dimanche, mais quelle différence faisait un jour ? J'ai dit à l'homme d'attendre un moment, puis j'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai reculé pour le laisser entrer dans le vestibule pendant que j'allais chercher les dons. La musique jouait toujours. White Christmas venait de commencer. La voix de Bing Crosby, lisse et posée. J'ai pointé vers le salon et lui ai dit qu'il pouvait entrer où il faisait chaud, que je n'en avais que pour une seconde. Il m'a remercié poliment, a essuyé ses bottes sur le tapis, et est passé devant moi pour entrer dans la maison. Je me suis tourné vers le placard, j'ai attrapé les sacs par terre, et j'ai entendu le clic doux de la porte d'entrée qui se refermait derrière lui. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Il gardait simplement le froid dehors. Quand je me suis retourné, les sacs à la main, il se tenait au milieu de mon salon. Le porte-document qu'il tenait était maintenant posé face contre terre sur mon comptoir de cuisine, et sa posture avait changé, quelque chose de subtil mais d'indéniable. Ses épaules étaient carrées, ses mains détendues le long de son corps, et le sourire amical avait complètement disparu. Son visage était maintenant vide, presque ennuyé, comme s'il avait enlevé un masque dont il n'avait plus besoin. Le bonnet de Père Noël semblait soudain grotesque, une blague qui n'était plus drôle. J'ai demandé si tout allait bien, ma voix sortant plus aiguë que je ne l'avais voulu. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a légèrement incliné la tête, m'étudiant de la manière dont quelqu'un pourrait examiner un insecte épinglé sur une planche. Clémentine avait disparu, probablement cachée sous le lit, comme elle le faisait toujours quand des inconnus venaient. La musique continuait à jouer, une mélodie joyeuse sur les clochettes, et l'absurdité de la situation rendait tout cela onirique et dérangeant. J'ai fait un pas en arrière, tenant toujours les sacs, et j'ai demandé à nouveau ce qui se passait. Il a finalement parlé, et sa voix était différente maintenant, plus plate, plus vide, dépouillée de la chaleur d'avant. Il a dit que j'avais un bel endroit. Il a dit qu'il observait le quartier depuis quelques semaines, apprenant les routines, découvrant qui vivait seul. Ma poitrine s'est serrée et j'ai senti ma respiration devenir superficielle. Il a fait un pas envers moi et j'ai instinctivement reculé jusqu'à ce que ma hanche heurte le bord du canapé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, essayant de garder ma voix stable, essayant de paraître calme alors que chaque nerf de mon corps hurlait. Il a dit qu'il n'avait pas encore décidé. C'est cette partie qui m'a le plus terrifié. Pas de colère, pas de menace, juste cette indifférence décontractée, comme si j'étais un problème qu'il était encore en train de résoudre dans sa tête. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte d'entrée et j'ai vu ce que j'avais manqué auparavant. Le verrou était tourné. Il l'avait verrouillé. Le sac m'a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sourd. Les jouets se sont éparpillés sur le tapis. Dehors, j'entendais encore ces enfants rire quelque part dans la rue, complètement ignorants de ce qui se passait dans ma maison. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, peut-être à 3 mètres de distance, posé juste à côté de ce porte-document. Il a remarqué que je le regardais et a secoué lentement la tête, presque comme un professeur déçu. Il m'a dit de ne pas faire de bêtises. Il a dit qu'il ne voulait pas que cela devienne compliqué. J'ai essayé de réfléchir, d'essayer de me souvenir de quelque chose d'utile dans ces articles d'autodéfense que j'avais parcourus en ligne, mais sans jamais les prendre au sérieux. Ma porte arrière menait à la cour, mais elle était de l'autre côté de la cuisine, derrière lui. Les fenêtres étaient anciennes et peintes fermées. J'avais prévu de les réparer depuis des mois.
Mon esprit a passé en revue les options et n'a rien trouvé. Il a commencé à marcher vers moi. Pas vite, pas agressivement, juste lentement et délibérément, comme s'il avait tout son temps. J'ai reculé jusqu'à heurter le mur près du couloir, mon épaule cognant une photo encadrée qui a vacillé mais n'est pas tombée. Il s'est arrêté à environ 90 cm de moi et s'est simplement tenu là à me regarder avec ses yeux vides derrière ses lunettes à monture métallique. De près, j'ai remarqué une petite cicatrice près de son sourcil gauche, une fine ligne blanche traversant la peau. Il sentait la cigarette et autre chose, quelque chose de chimique, comme un produit de nettoyage industriel. Puis il a plongé la main dans la poche de sa veste et j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé qu'il allait sortir un couteau ou un pistolet ou quelque chose de pire. Au lieu de cela, il a sorti un rouleau de ruban adhésif gris, industriel, du genre lourd. Il a commencé à décoller le bord avec son ongle. Le bruit de l'adhésif se séparant a fait frissonner ma peau. Il m'a dit de me retourner et de mettre mes mains dans mon dos. Sa voix était calme, instructive, comme s'il expliquait comment monter un meuble. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, ancrées au sol et tremblantes. Il a soupiré, une petite expiration d'irritation, et s'est répété. Plus lentement cette fois, articulant chaque mot comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas. J'ai pensé à crier, mais la musique jouait toujours, et la voisine la plus proche était Lydia, 3 maisons plus loin, probablement à l'intérieur avec ses chiens. J'ai pensé à me battre, mais il était plus grand que moi, et je n'avais jamais donné un coup de poing de ma vie. Alors, j'ai fait quelque chose de désespéré et de stupide. J'ai couru, non pas vers la porte, non pas vers la cuisine, mais dans le couloir vers ma chambre, où je savais qu'il y avait un verrou sur la porte et un chargeur de téléphone branché dans le mur, ce qui signifiait que peut-être, juste peut-être, mon ancien téléphone de secours était encore dans le tiroir de la table de nuit. Je l'ai entendu jurer derrière moi, ses bottes lourdes sur le parquet alors qu'il me suivait. J'ai atteint la chambre et j'ai claqué la porte, tournant le verrou juste au moment où son poids s'écrasait contre l'autre côté. Tout le cadre a tremblé et j'ai reculé, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Il a frappé la porte à nouveau et j'ai entendu le bois craquer, le verrou bon marché luttant contre la force. Je me suis précipité vers la table de nuit et j'ai tiré le tiroir si fort qu'il est sorti de ses rails et a atterri sur le sol avec un bruit métallique. Il était là, mon ancien téléphone, celui que j'avais remplacé 6 mois plus tôt, toujours branché au chargeur. Je l'ai attrapé avec des doigts tremblants et j'ai appuyé sur le bouton d'allumage. Rien ne s'est passé. L'écran est resté noir. J'ai appuyé à nouveau, en le maintenant enfoncé, suppliant silencieusement qu'il s'allume. Derrière moi, un autre coup contre la porte. Et cette fois, j'ai entendu quelque chose craquer. Il ne criait pas, ne menaçait pas, il se contentait de lancer méthodiquement son épaule contre le bois comme si c'était une simple gêne. Le téléphone s'est enfin allumé, l'icône de la batterie clignotant. 2%. Assez. J'ai composé le 911 et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille, mon corps entier tremblant alors que je reculais dans le coin entre le lit et le mur. L'opératrice a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme et professionnelle. J'ai commencé à parler avant qu'elle ne puisse terminer son message d'accueil. Les mots se bousculaient dans un flot frénétique. Quelqu'un est dans ma maison. Il a verrouillé la porte. Je suis dans la chambre. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Elle m'a demandé mon adresse et je la lui ai donnée, ma voix se brisant. Elle m'a dit de rester en ligne, que de l'aide était en route. Un autre coup contre la porte, et cette fois, j'ai vu le cadre se fendre près du verrou, une fissure irrégulière traversant le bois peint. J'ai dit à l'opératrice qu'il enfonçait la porte. Elle a dit que les policiers seraient là dans 4 minutes. 4 minutes ? Cela aurait aussi bien pu être 4 heures. J'ai regardé autour de la pièce pour trouver quoi que ce soit que je pourrais utiliser comme arme, une lampe, un livre, quelque chose. Mes yeux se sont posés sur la batte de baseball que mon ex-mari avait laissée derrière lui, enfoncée au fond du placard pendant le divorce. Je l'avais gardée pour exactement ce genre de scénario cauchemardesque, bien que je n'ai jamais vraiment cru que cela arriverait. Je l'ai attrapée de ma main libre et me suis positionné face à la porte, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, l'opératrice parlant toujours de cette voix régulière et mesurée. La porte a tremblé à nouveau, et le verrou a finalement cédé, la porte s'ouvrant avec un craquement sec. Il se tenait dans l'embrasure, respirant un peu plus fort maintenant, le bonnet de Père Noël légèrement de travers sur sa tête. Il m'a regardé, puis la batte,
et pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Il a fait un pas dans la pièce et j'ai frappé, pas avec grâce, pas comme dans les films, juste un arc désespéré et sauvage visant n'importe quelle partie de lui que je pouvais atteindre. La batte a heurté son avant-bras alors qu'il le levait pour se protéger. Et j'ai entendu un craquement sourd qui aurait pu être un os ou du bois. Il a laissé échapper un grognement aigu et a vacillé sur le côté, tenant son bras. Je n'ai pas attendu. J'ai frappé à nouveau, cette fois l'atteignant à l'épaule, et il est tombé à un genou. L'opératrice parlait toujours dans mon oreille, demandant ce qui se passait. Et je me souviens avoir hurlé qu'il était dans la pièce, que je l'avais frappé, que j'avais besoin d'aide maintenant. Il m'a regardé depuis le sol et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du vide dans ses yeux. Peut-être de la surprise, ou de la douleur, ou simplement la réalisation que les choses ne se passaient pas comme il l'avait prévu. J'ai levé la batte à nouveau, prête à continuer à frapper jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Mais alors, je l'ai entendu. Des sirènes, d'abord faibles, puis plus fortes. De plus en plus proches. Il les a entendues aussi. Quelque chose a changé dans son expression. Un calcul rapide derrière ses lunettes à monture métallique. Il s'est relevé, tenant toujours son bras, et a reculé vers l'embrasure de la porte. Il m'a dit que ce n'était pas fini, sa voix tendue par la douleur. Puis il est parti. Dans le couloir, à travers le salon, par la porte arrière que j'avais oublié déverrouiller. La police a trouvé le fourgon blanc abandonné 2 rues plus loin. Le moteur était encore chaud, les clés sur le sol sous le siège du conducteur. À l'intérieur, ils ont trouvé du ruban adhésif, des liens en plastique, un couteau de chasse, et un sac de sport avec un changement de vêtements. Aucune identification, aucune immatriculation menant quelque part. Le détective qui a pris ma déposition a dit qu'ils avaient vu des montages comme celui-ci auparavant. Des prédateurs qui repéraient les quartiers, utilisaient des escroqueries caritatives ou des uniformes de livreurs pour entrer, et ciblaient les femmes vivant seules. Elle a dit, j'ai eu de la chance. Elle a dit, la plupart des gens ne s'en sortent pas. Ils l'ont attrapé 3 semaines plus tard dans un autre état, arrêté pour un feu arrière cassé, de toute chose. Son vrai nom était quelque chose d'ordinaire que j'ai depuis effacé de ma mémoire, et il avait des mandats d'arrêt dans 2 autres comtés pour des incidents similaires, bien que le détective ait laissé entendre que ces femmes n'avaient pas eu autant de chance que moi. J'ai témoigné à son procès le printemps suivant, assise dans cette salle d'audience, et j'ai regardé son visage pendant que les avocats discutaient des preuves et des intentions. Il ne m'a jamais regardé, pas une seule fois. Il fixait simplement droit devant lui avec cette même expression vide, comme si j'étais rien, comme si tout cela avait été une simple gêne dans sa journée. Il a écopé de 25 ans. Moi, j'ai eu des cauchemars qui ont duré plus longtemps que mon mariage. Et un système de sécurité que je vérifiais 3 fois avant de me coucher, chaque nuit. Neuf ans dans ce métier, et je pensais avoir vu tous les types d'appels possibles. Mon partenaire Lonnie et moi avions enchaîné sans arrêt depuis 18 heures ce soir-là. Et quand minuit est arrivé, nous avions déjà géré 2 accidents de voiture sur des routes verglacées, un arrêt cardiaque lors d'un dîner de famille, et une urgence diabétique sur le parking d'un supermarché. J'ai commencé comme ambulancier juste après avoir obtenu ma certification, à l'époque où la plupart de mes amis de lycée essayaient encore de comprendre l'université. Ce quart de travail particulier tombait lors de l'une des nuits les plus froides que nous avions eues de tout l'hiver. Le genre de froid qui mord à travers l'uniforme, peu importe le nombre de couches que l'on porte en dessous. Nous venions tout juste de finir de réapprovisionner l'ambulance à l'hôpital quand la radio a crépité avec un nouvel appel. Un homme inconscient trouvé dans un banc de neige derrière le centre commercial Riverside Plaza. L'appelant avait signalé l'avoir vu s'effondrer après ce qui semblait être une fête de fin d'année, disant que le type titubait avant de tomber. Lonnie a grogné et a remis le véhicule en route pendant que je notais les détails de l'appel. Aucun de nous deux n'y a pensé à 2 fois. Les appels comme celui-là sont courants pendant les fêtes. Les gens boivent trop lors des fêtes de bureau et finissent par se retrouver en hypothermie dans un fossé quelque part. Nous sommes arrivés sur le parking arrière de Riverside Plaza vers minuit 20. Le centre commercial avait fermé depuis des heures, et les seules lumières provenaient de quelques lampes de sécurité dispersées sur la vaste zone de stationnement. La neige tombait régulièrement toute la nuit. Peut-être 7 ou 10 cm accumulés depuis le début de notre service. Lonnie s'est garé près des poubelles où le dispatch avait dit que l'appelant avait repéré l'homme, et nous avons pris notre équipement. Je me souviens du silence quand je suis sorti de l'ambulance. Ce genre de calme lourd que l'on ne trouve que pendant une tempête de neige, quand tout semble étouffé et lointain.
Nous nous sommes dirigés vers le banc de neige avec nos lampes torches et coupant à travers l'obscurité, mais il n'y avait personne là. Pas d'homme inconscient, pas de fêtard endormant son ivresse. Ce que nous avons trouvé m'a fait m'arrêter net. Il y avait des traces de traînage dans la neige, de longues lignes parallèles avec des empreintes de pas de chaque côté, comme si quelqu'un avait été traîné. Les traces s'éloignaient du parking et disparaissaient dans un bosquet à environ 40 mètres de là. Lonnie m'a regardé et je l'ai regardé, et sans rien dire, nous avons tous les deux compris que quelque chose n'allait pas dans cette situation. J'ai contacté le dispatch pour confirmer les détails de l'appel. L'opératrice a répété tout. Homme inconscient derrière Riverside Plaza. L'appelant a utilisé un téléphone portable prépayé, aucun propriétaire enregistré. Quand j'ai demandé si l'appelant avait laissé un numéro de rappel, elle m'a dit que la ligne était tombée juste après avoir donné l'emplacement. Lonnie a suggéré que peut-être quelqu'un avait trouvé le gars et l'avait emmené à l'intérieur pour le réchauffer, ce qui avait du sens pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que je pointe ma lampe torche sur ces traces de traînage à nouveau. Elles allaient dans la mauvaise direction, loin de tout bâtiment, droit vers les bois. Personne ne traîne une personne inconsciente dans un bosquet gelé au milieu de la nuit. Nous sommes restés là à essayer de comprendre quoi faire quand le dispatch nous a contactés à nouveau. Un autre appel, même situation. Personne inconsciente signalée dans un bâtiment de maintenance à environ 200 mètres au nord de notre position. L'appelant a spécifiquement mentionné avoir vu les lumières de notre ambulance et a dit que la personne était à l'intérieur du bâtiment. Lonnie voulait appeler des renforts de police, mais le dispatch a dit que toutes les unités étaient occupées à gérer un carambolage sur l'autoroute. Nous étions seuls, au moins pour les 20 prochaines minutes. Le bâtiment de maintenance se trouvait à la limite de la propriété du centre commercial, une structure en béton bas qui abritait probablement du matériel électrique ou du stockage pour la place. Il avait été abandonné depuis un certain temps à en juger par son apparence, les fenêtres condamnées, une lourde porte métallique pendue légèrement ouverte. Des empreintes de pas fraîches menaient à l'entrée, et je veux dire fraîches, comme si quelqu'un était entré là-dedans dans les dernières minutes. Lonnie est resté près de l'ambulance pour prendre la radio et garder un œil sur les alentours pendant que je m'approchais de la porte. Le faisceau de ma lampe torche a traversé l'ouverture et n'a montré que l'obscurité et ce qui semblait être de vieilles étagères couvertes de poussière. J'ai appelé, m'identifiant comme ambulancier, demandant si quelqu'un avait besoin d'aide. Aucune réponse. J'ai poussé la porte plus large et suis entré, balayant de gauche à droite. L'air était glacé, encore plus froid qu'à l'extérieur, et ça sentait la rouille et l'eau stagnante. Je me suis déplacé plus profondément dans le bâtiment, vérifiant derrière les étagères et autour des coins, quand je l'ai entendu. Le craquement distinct de pas dans la neige, non pas à l'intérieur avec moi, mais à l'extérieur, puis le grognement lourd de cette porte métallique se refermant derrière moi. Je me suis retourné et me suis précipité vers l'entrée, trébuchant presque sur un tas de vieux tuyaux par terre. Quand j'ai atteint la porte, elle était fermée mais pas verrouillée. Je l'ai poussée et suis sorti en trébuchant dans la neige, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. La première chose que j'ai faite a été de chercher Lonnie et l'ambulance. L'ambulance était toujours là, les lumières clignotant toujours en rouge et blanc contre la neige qui tombait, mais Lonnie n'était nulle part en vue. J'ai appelé son nom à haute voix et n'ai obtenu en retour que le silence étouffé de la tempête. C'est alors que j'ai remarqué les empreintes de pas autour de notre ambulance. Pas une, pas deux, mais ce qui semblait être au moins 3 ou 4 personnes différentes avaient fait des cercles autour de notre véhicule pendant que j'étais à l'intérieur de ce bâtiment. Les traces venaient du bosquet, faisaient le tour de l'ambulance plusieurs fois, puis disparaissaient à nouveau vers les bois. Certaines s'étaient arrêtées juste à la porte côté conducteur. J'ai couru vers l'ambulance, glissant 2 fois sur la glace sous la poudre fraîche, hurlant le nom de Lonnie tout le long du chemin. Il était à l'intérieur de l'ambulance, accroupi entre le brancard et les armoires de fournitures, tenant sa radio dans une main et une paire de ciseaux de traumatologie dans l'autre. Quand j'ai ouvert les portes arrière, il a failli me poignarder avec avant de réaliser que c'était moi. Son visage était pâle, non pas à cause du froid, mais de peur, une expression que je ne lui avais jamais vue en toutes les années où nous avions travaillé ensemble. Il m'a raconté ce qui s'était passé en de courtes rafales paniquées. Juste après que je sois entré dans ce bâtiment, il avait vu des silhouettes émerger de la lisière des arbres. 3, peut-être 4. Il n'avait pas pu en être sûr car elles étaient restées juste hors de portée de nos lumières d'urgence. Elles s'étaient dirigées vers l'ambulance lentement, sans se presser, sans parler, s'approchant simplement en silence total. Lonnie s'était enfermé à l'intérieur et avait essayé d'appeler à l'aide par radio, mais tout ce qu'il avait obtenu était du grésillement.
Les silhouettes avaient fait le tour de l'ambulance pendant ce qui avait semblé une éternité, s'arrêtant occasionnellement pour regarder à travers les fenêtres. L'une d'elles avait essayé la poignée de porte côté conducteur. Puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, elles s'étaient retournées et avaient marché vers les bois. Au moment où je suis sorti de ce bâtiment, elles avaient disparu. Nous n'avons pas perdu une seconde de plus à cet endroit. Je me suis installé au volant pendant que Lonnie restait à l'arrière, tenant toujours ses ciseaux de traumatologie comme si sa vie en dépendait. Mes doigts étaient engourdis et maladroits alors que je mettais l'ambulance en marche et sortais de ce parking plus vite que je n'aurais dû sur des routes verglacées. Aucun de nous deux n'a parlé pendant les premières minutes. Je continuais à vérifier les rétroviseurs, m'attendant à voir des phares nous suivre ou des silhouettes courir derrière l'ambulance, mais il n'y avait rien à part l'obscurité et la neige. Quand nous avons finalement retrouvé la route principale, j'ai contacté le dispatch et leur ai dit que nous retournions à la base, que les appels étaient faux, et que nous devions parler à un superviseur immédiatement. L'opérateur avait l'air confus, m'a demandé de me répéter, puis m'a mis en attente. Lonnie s'est installé sur le siège passager avant et s'est simplement assis là à regarder droit devant lui, son souffle visible en petits nuages rapides. Il m'a demandé si je pensais qu'ils allaient nous tuer. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que la façon dont ils avaient tout organisé, les faux appels, la séparation, le fait de tourner autour, cela ressemblait à une chasse, comme si nous étions testés ou évalués pour quelque chose de pire. De retour à la caserne, nous avons rempli un rapport d'incident et attendu que la police envoie quelqu'un pour prendre nos dépositions. Cela a pris presque 2 heures avant qu'un détective n'arrive. Une femme à l'air fatiguée qui s'est présentée comme Ramsay de l'unité des enquêtes criminelles du comté. Elle ne semblait surprise par rien de ce que nous lui avons dit, ce qui m'a dérangé plus que toute l'expérience à Riverside Plaza. Quand j'ai terminé de décrire les traces de traînage, le bâtiment de maintenance, et les silhouettes autour de notre ambulance, elle a hoché lentement la tête et a sorti un dossier de son sac. À l'intérieur se trouvaient des rapports imprimés, au moins une douzaine, tous des 3 dernières semaines. Elle les a étalés sur la table et nous a dit dans quoi nous étions tombés. Il y avait eu plusieurs tentatives d'embuscade contre des premiers intervenants dans la région ce mois-là, toutes suivant le même schéma. Des appels d'urgence faux passés depuis des téléphones prépayés introuvables, des lieux isolés, des tentatives de séparer les partenaires ou d'attirer des individus loin de leur véhicule. 2 ambulanciers dans un comté voisin avaient été agressés et volés de leurs fournitures et équipements médicaux. Un pompier répondant à un faux incendie de structure s'était fait voler son camion pendant qu'il fouillait un bâtiment vide. Ramsay nous a dit que nous avions eu de la chance. Le ou les groupes, car ils n'étaient pas sûrs s'il s'agissait d'un équipage organisé ou de copieurs, avaient intensifié leurs actions. Les premiers incidents n'étaient que des vols. Prenez ce que vous pouvez et partez. Mais les plus récents impliquaient des confrontations physiques, des liens en plastique trouvés sur une scène, un rouleau de ruban adhésif sur une autre. Elle nous a demandé de décrire les silhouettes que Lonnie avait vues avec autant de détails que possible, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. Des vêtements sombres, une taille moyenne, aucune caractéristique distinctive visible dans la neige et l'obscurité. Cela aurait pu être n'importe qui. C'est cette partie qui m'a le plus marqué. Assis dans cette caserne éclairée au néon à 3 heures du matin, en réalisant que les personnes qui avaient encerclé notre ambulance ressemblaient à n'importe qui d'autre. Ce n'étaient pas des monstres ou des criminels que l'on pouvait repérer de loin. C'étaient simplement des gens qui avaient décidé que les ambulanciers répondant à de fausses urgences faisaient des cibles faciles. Ramsay a recueilli nos dépositions, nous a donné sa carte, et nous a dit d'appeler si nous nous souvenions de quoi que ce soit d'autre. Avant de partir, elle a mentionné qu'ils avaient récupéré l'un des téléphones prépayés utilisés pour passer un faux appel la semaine précédente. Aucune empreinte digitale, achetée en espèces dans un magasin de proximité à 100 km de là, complètement introuvable. J'ai terminé mon service cette nuit-là parce que nous étions en sous-effectif et qu'il n'y avait personne pour me remplacer. Lonnie est rentré tôt, a dit qu'il avait besoin d'être avec sa femme et ses enfants, et je ne lui en ai pas voulu. Le reste de la nuit s'est passé sans incident, juste des appels de routine, une chute dans une maison de retraite, une douleur thoracique qui s'est avérée être de l'anxiété. Les trucs habituels qui vous occupent jusqu'à l'aube. Mais je n'arrivais pas à me défaire de ce qui s'était passé. Chaque fois que nous arrivions sur une scène, je me surprenais à scanner les lisières des arbres, à chercher des empreintes de pas qui n'auraient pas dû être là, à chercher des silhouettes debout juste hors de la lumière. Quand mon remplaçant est finalement arrivé à 7 heures du matin, je suis resté assis dans ma voiture sur le parking pendant presque 20 minutes avant de me sentir assez calme pour conduire jusqu'à chez moi. Je continuais à penser à ces traces de traînage dans la neige derrière Riverside Plaza. Il n'y avait pas de victimes,
pas d'homme inconscient d'une fête de fin d'année. Les traces de traînage étaient un appât, disposé pour éveiller notre curiosité, pour nous attirer vers les bois ou nous garder distraits pendant qu'ils se mettaient en position. Quelqu'un avait planifié cela, y avait réfléchi, savait exactement comment les ambulanciers réagiraient à ce qu'ils trouveraient. La police n'a jamais fait d'arrestation en lien avec ce qui nous était arrivé cette nuit-là. Ramsey m'a appelé environ 3 semaines plus tard pour me dire que les incidents avaient soudainement cessé. Plus de faux appels, plus de tentatives d'embuscade, rien. Le ou les groupes avaient simplement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle a dit que parfois, ces choses arrivaient. Les criminels se déplacent dans une autre zone ou se font effrayer par une présence policière accrue et décident de se faire discrets. Mais elle ne semblait pas convaincue et moi non plus. Je travaille toujours comme ambulancier, je fais toujours des appels dans les mêmes zones que nous couvions cette nuit-là. Et chaque fois que je passe devant Riverside Plaza, je sens ma poitrine se serrer. Ils n'ont jamais condamné ce bâtiment de maintenance. J'ai vérifié il y a quelques mois, je suis passé en voiture en rentrant d'un service juste pour voir. La porte était toujours entrouverte, comme cette nuit-là, et je jure avoir vu des empreintes fraîches dans la boue menant à l'entrée. Je ne me suis pas arrêté pour enquêter. J'ai simplement continué à conduire et je me suis dit que c'était probablement rien. Probablement juste des enfants ou des sans-abri cherchant un abri. Mais une partie de moi sait que ce n'est pas vrai. Une partie de moi sait que ceux qui étaient là cette nuit-là sont toujours là, attendant le bon moment, le bon appel, le bon ambulancier assez stupide pour entrer seul dans un bâtiment sombre. Lonnie a été muté dans une autre caserne environ 2 mois après l'incident. Nous parlons encore, parfois, prenons une bière quand nos emplois du temps coïncident, mais nous ne parlons jamais de ce qui s'est passé à Riverside Plaza. C'est comme un accord tacite entre nous, une porte que nous avons tous les deux décidé de garder fermée. J'y pense, cependant, plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Je pense à la proximité avec laquelle nous avons failli devenir un autre rapport dans le dossier de Ramsey, une autre paire de premiers intervenants qui sont entrés dans un piège et n'en sont pas sortis. Ce qui me hante le plus n'est pas les silhouettes dans l'obscurité ou le son de cette porte métallique se refermant derrière moi. C'est le fait que je ne sais toujours pas ce qu'ils voulaient. Était-il après des drogues de nos fournitures médicales, l'ambulance elle-même? Ou était-ce quelque chose de pire, quelque chose que les liens en plastique et le ruban adhésif suggéraient? Je n'aurai jamais de réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que ma radio grésille avec un appel vers un lieu isolé, chaque fois que le dispatch m'envoie quelque part au milieu de la nuit, j'hésite pendant une seconde avant de répondre. Et dans cette seconde, je vois ces traces de traînage dans la neige menant nulle part, laissées par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le 23 décembre, je courais dans le centre commercial de Westbrook comme une femme possédée, attrapant des cadeaux de dernière minute pour des gens pour qui j'aurais dû faire les achats des semaines plus tôt. Ma sœur venait de me rappeler ce matin-là, par un texto passif-agressif, que ses jumeaux s'attendaient à des cadeaux de leur tante préférée, et mes collègues de la clinique vétérinaire avaient organisé un secret Santa que j'avais complètement oublié. À 21h45, la plupart des magasins tiraient leurs rideaux, et la musique de Noël joyeuse diffusée par les haut-parleurs semblait presque moqueuse. Alors que je serrais mes sacs débordants et me dirigeais vers la sortie, les foules s'étaient éclaircies jusqu'à presque disparaître. Juste quelques traînards comme moi et les employés épuisés comptant les minutes avant la fin de leur service. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était agréable d'avoir enfin un peu d'espace pour respirer après avoir lutté dans des allées bondées toute la soirée. Cette pensée me semblerait une cruelle plaisanterie environ 20 minutes plus tard. Le parking du centre commercial était plein quand je suis arrivé vers 18h, alors j'ai fini dans le parking de débordement du côté et de la propriété. Le genre d'étendue mal éclairé que les centres commerciaux prétendent ne pas exister dans leurs matériaux promotionnels. Ma Subaru Forester était garée près du coin arrière sous un lampadaire qui avait apparemment grillé pendant mon marathon de shopping. L'air de décembre mordait à travers ma veste alors que je poussais la sortie latérale, et je pouvais voir mon souffle formé de petits nuages à chaque expiration. Le parking était peut-être rempli à un quart maintenant, avec des véhicules éparpillés laissés par des employés du centre commercial et d'autres acheteurs de dernière minute. J'ai déplacé les sacs dans mes bras, les anses en plastique me coupant les doigts, et j'ai commencé la longue marche vers ma voiture. À mi-chemin de la première rangée, j'ai remarqué un homme appuyé contre une berline sombre 2 rangées plus loin, le téléphone collé à son oreille. Il semblait absorbé par la conversation, mais quelque chose dans l'angle de sa tête a attiré mon attention. Son visage était incliné vers le téléphone, mais ses yeux me suivaient. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Le stress des fêtes,
trop de caféine, une imagination suractivée nourrie par trop de podcasts de true crime. J'ai continué à marcher. L'homme était blanc, peut-être la quarantaine, portant une veste matelassée sombre et un jean. Corpulence moyenne. Rien de remarquable chez lui, sauf la façon dont il se tenait, détendu et patient, comme quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. J'ai jeté un coup d'œil en arrière une fois, faisant semblant de vérifier quelque chose sur mon téléphone. Il était toujours là, tenant toujours son téléphone contre son oreille, mais maintenant son corps s'était tourné pour faire face entièrement à ma direction. Personne ne parle au téléphone en se tenant comme ça, bien carré vers un inconnu dans un parking. Mon pas s'est accéléré sans que je décide consciemment de me presser. Les sacs rebondissaient contre mes jambes à chaque pas, et je me suis maudite d'avoir acheté autant de choses dont je n'avais même pas besoin. Un diffuseur en céramique pour ma mère, une couverture lestée pour mon beau-frère, des bougies parfumées, des boîtes de chocolat, un éléphant en peluche pour les jumeaux. Tout cela semblait soudainement incroyablement lourd. J'ai légèrement changé de direction vers la gauche, vers une rangée de voitures plus proche du bâtiment du centre commercial, me disant que je voulais simplement prendre un chemin différent. Un chemin plus long, oui, mais un qui me gardait plus près des lumières du bâtiment. Il a bougé aussi, pas immédiatement. Il a attendu peut-être 5 secondes, mais ensuite il s'est détaché de la berline et a commencé à marcher en parallèle à moi, tenant toujours ce téléphone contre son oreille comme un accessoire. La distance entre nous est restée constante, environ 12 mètres, et il a ajusté son pas au mien avec une aisance qui m'a serré la gorge. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un type attendant sa femme qui finissait ses achats. J'ai sorti mon propre téléphone de ma poche, cette fois sincèrement, et j'ai fait semblant de passer un appel tout en continuant à marcher. Allô, ouais, je suis presque à la voiture, ai-je dit à personne, assez fort pour que ma voix porte dans l'air froid. Tu peux venir me rejoindre ? Je suis dans le parking. Les mots semblaient fragiles, un bluff pathétique dont je doutais qu'il trompe qui que ce soit. J'ai risqué un autre coup d'œil. L'homme s'était arrêté de marcher mais restait debout entre deux camions garés, me regardant, ne se cachant plus, ne faisant plus semblant, juste en train de regarder. Le téléphone était maintenant baissé le long de son corps, comme s'il savait que le jeu avait changé et qu'il s'en moquait. Ma voiture était peut-être à 18 mètres maintenant. Je pouvais voir la forme familière de ma Forester, la petite bosse sur le pare-choc arrière de quand j'avais reculé dans une boîte aux lettres au printemps dernier. La sécurité était juste là, si proche que je pouvais presque la goûter. J'ai abandonné toute prétention de calme et j'ai marché plus vite, presque en courant, les sacs se balançant follement et cognant contre mes cuisses. Mes clés étaient enfouies quelque part dans mon sac à main, et j'ai commencé à les chercher d'une main tout en essayant de ne rien faire tomber. C'est alors que j'ai entendu le moteur, un grondement survenant de quelque part derrière moi, devenant plus fort. J'ai tourné la tête juste assez pour voir un fourgon blanc, sans fenêtre sur les côtés, du genre que les entrepreneurs utilisent, sortant lentement d'une place de parking à l'arrière du lot. Il ne se dirigeait pas vers la sortie. Il se dirigeait vers moi. Le fourgon a avancé à peut-être 8 km/h, ses phares éteints malgré l'obscurité, et j'ai réalisé avec une clarté glaçante qu'il se positionnait entre moi et ma voiture. J'ai changé de direction immédiatement, coupant fortement à droite, visant l'entrée du centre commercial par laquelle j'étais sorti quelques minutes plus tôt. Mes talons cliquaient frénétiquement contre le pavé, et j'ai entendu le fourgon accélérer légèrement, ajustant sa trajectoire pour m'intercepter. L'homme près du camion a commencé à marcher aussi, plus vite maintenant, réduisant la distance avec de longues enjambées délibérées. Ils travaillaient ensemble. La réalisation m'a frappé comme un coup physique dans la poitrine. C'était coordonné, planifié, répété. Il m'avait probablement observé me garer des heures plus tôt, noté quelle voiture était la mienne, attendu que le parking se vide. J'ai lâché 2 des sacs de course sans réfléchir, à peine enregistrant le son de quelque chose en verre se brisant à l'intérieur de l'un d'eux, probablement le diffuseur en céramique. Mes jambes brûlaient alors que je me forçais à aller plus vite, mais l'entrée du centre commercial semblait désespérément lointaine, un rectangle de lumière distant qui reculait peu importe à quel point je courais. Le moteur du fourgon grondait derrière moi, plus proche maintenant, et je pouvais entendre le crissement de ses pneus sur le gravier lâche. Puis j'ai vu la porte du centre commercial, celle par laquelle j'étais sorti, et un agent de sécurité se tenait là, en train de la verrouiller de l'intérieur. C'était un homme noir plus âgé avec des cheveux gris, portant l'un de ses uniformes de marine standard avec un écusson sur l'épaule. J'ai hurlé, pas des mots, juste un son brut et désespéré qui s'est arraché de ma gorge avant même que je puisse penser. L'agent a levé les yeux, surpris,
et j'ai agité les bras frénétiquement tout en continuant à courir vers lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. Il a plissé les yeux dans l'obscurité du parking, et j'ai vu le moment exact où son expression est passée de la confusion à l'alarme. Il a bricolé avec la porte, la repoussant pour la rouvrir. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissante de voir un inconnu de toute ma vie. Derrière moi, j'ai entendu le frein du fourgon grincer, un son aigu et laid, et quand j'ai osé regarder en arrière, je l'ai vu reculer, s'éloignant vers l'extrémité éloignée du parking. L'homme à pied avait complètement disparu, fondu dans les ombres entre les voitures garées comme s'il n'avait jamais existé. Je me suis pratiquement jeté à travers la porte, trébuchant dans les bras de l'agent, haletant et tremblant si fort que je pouvais à peine tenir debout. Il m'a rattrapé, m'a stabilisé, et m'a demandé ce qui s'était passé d'une voix calme mais urgente. J'ai essayé d'expliquer l'homme qui me regardait, le fourgon bloquant mon passage, comment ils s'étaient déplacés ensemble comme des loups traquant une proie, mais les mots sont sortis en désordre, fracturés. Il m'a guidé vers un banc près de l'entrée de la cour alimentaire et m'a dit de m'asseoir pendant qu'il appelait des renforts par radio. Le centre commercial était étrangement silencieux maintenant. La plupart des lumières étaient éteintes pour la nuit, et je suis resté là à me serrer moi-même et à regarder la porte comme si ces hommes pouvaient la franchir à tout moment. Mon téléphone était toujours serré dans ma main. L'écran fissuré de quand je l'avais probablement trop serré pendant mon sprint. J'ai appelé le 911 avec des doigts tremblants, ma voix plus ferme maintenant mais toujours fine, et j'ai tout raconté dont je me souvenais, la berline sombre, le fourgon blanc sans fenêtre, l'homme dans la veste matelassée qui avait suivi chacun de mes mouvements avec la patience d'un prédateur. La police est arrivée en 15 minutes. 2 officiers, un homme et une femme, tous deux plus jeunes que moi, et dégageant ce calme professionnel que les policiers semblent apprendre pendant leur formation. Ils m'ont fait raconter mon histoire 2 fois, posant des questions de clarification, prenant des notes dans de petits carnets à spirale. L'officier Reyes, la femme, m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait en courant vers le bâtiment au lieu d'essayer d'atteindre ma voiture. Il compte sur le fait que vous paniquiez, a-t-elle dit, sa voix factuelle mais pas méchante. Ils s'attendent à ce que vous continuiez vers votre véhicule parce que c'est là que vous vous sentez en sécurité. Mais une fois que vous êtes à votre voiture, vous êtes piégé, les clés dehors, distraite, vulnérable. Elle a expliqué que ce genre d'approche coordonnée était une tactique connue utilisée par les réseaux de trafic et les équipes de vol. Le guetteur identifie la cible, suit ses mouvements, relaie les informations au conducteur. Le fourgon se met en position pour bloquer la route de fuite, et au moment où la victime réalise ce qui se passe, elle est encerclée. J'ai écouté ces mots, mais ils semblaient flotter au-delà de moi, atterrissant quelque part de lointain, comme si elle décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre entièrement. Ils m'ont raccompagné en voiture pour récupérer ma voiture. Une voiture de patrouille devant et une derrière, les phares inondant le pavé de lumière. Les sacs de course que j'avais lâchés étaient toujours là, éparpillés sur l'asphalte, leur contenu répandu. Un bougeoir brisé, une boîte cadeau écrasée, l'éléphant en peluche face contre terre dans une flaque de givre fondu. Je ne me suis pas arrêté pour les ramasser. L'officier Reyes m'a accompagné jusqu'à ma Forester et a attendu pendant que je la déverrouillais, vérifiant la banquette arrière avant que je ne monte. Vieille habitude, a-t-elle dit avec un demi-sourire quand elle a croisé mon regard interrogateur. La berline contre laquelle l'homme s'était appuyé avait disparu. Le fourgon blanc avait disparu. Aucune trace de pneu, aucun mégot de cigarette, rien de laissé derrière pour prouver que tout cela s'était réellement produit. Si ce n'était pour l'agent de sécurité et les policiers debout autour de moi, j'aurais pu me convaincre que j'avais imaginé le tout. Une partie de moi voulait y croire. Une partie de moi y croit encore. J'ai conduit jusqu'à chez moi cette nuit-là avec chaque lumière dans mon rétroviseur ressemblant à une menace, vérifiant mes rétroviseurs de manière obsessionnelle, prenant des virages aléatoires pour m'assurer que personne ne me suivait. Quand j'ai finalement garé ma voiture dans mon complexe d'appartements, je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes à simplement regarder le parking, scannant pour des fourgons blancs ou des berlines sombres ou des hommes debout trop immobiles. Ma sœur m'a appelé pendant que j'étais assise là. Elle voulait savoir si j'avais acheté les cadeaux pour les jumeaux, et j'ai éclaté en sanglots avant même de pouvoir dire bonjour. Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant entre les sanglots, et elle est venue cette nuit-là avec son mari et est restée jusqu'au matin. La police ne les a jamais attrapés. Ils ont examiné les images de sécurité du centre commercial, mais les caméras de cette section du parking étaient en panne depuis des mois. Coupe budgétaire, entretien différé, les excuses habituelles. Les images des autres angles montraient le fourgon entrant et sortant,
mais les plaques étaient obscurcies par de la boue, probablement intentionnellement. Un détective m'a appelé une semaine plus tard pour dire que l'affaire était toujours ouverte, mais qu'il n'y avait aucune piste. Ouverte, mais froide. Ouverte, mais oubliée. Cela fait presque 2 ans maintenant et je ne peux toujours pas faire de shopping seul après la tombée de la nuit. Je commande tout en ligne, même les courses. Et si je dois absolument aller quelque part la nuit, je fais venir mon mari avec moi ou je n'y vais pas du tout. Nous nous sommes mariés en octobre dernier. Ben m'a demandé en mariage en juillet sur un sentier de randonnée en pleine journée, entouré d'autres personnes, ce qui est la seule façon dont je peux être dans des espaces publics maintenant sans que mon cœur s'emballe. J'ai suivi un cours d'autodéfense. J'ai acheté du spray au poivre et une de ces alarmes personnelles qui hurlent quand on tire la goupille. Je me gare sous les lumières maintenant, toujours, même si cela signifie marcher plus loin pendant la journée. Je sais que les gens pensent que je suis dramatique, que j'ai eu de la chance et que je devrais simplement passer à autre chose, mais ils ne comprennent pas ce que cela fait d'être traqué, de réaliser en un seul moment horrible que vous êtes une proie et qu'il y a des prédateurs qui tournent et que personne ne vient vous sauver. Cet agent de sécurité, il s'appelait Laurence. Je l'ai découvert plus tard. Il m'a sauvé la vie cette nuit-là. Je n'ai jamais pu le remercier correctement. Quand je suis retourné au centre commercial pour le trouver, il avait été muté dans un autre endroit. Je pense à lui parfois. Je me demande s'il sait ce qu'il a fait pour moi. Je pense à ces hommes aussi. Je me demande s'ils ont trouvé quelqu'un d'autre cette nuit-là après que je me sois échappé. Je me demande si elle a eu autant de chance que moi. Je me demande s'ils sont toujours là-bas, attendant dans un autre parking, regardant une autre femme marcher seule vers sa voiture. Le réveillon de Noël 2022 m'a trouvé debout derrière le comptoir d'une station Speedway le long de la route 9, dans l'Ohio rural, regardant la neige s'accumuler contre les pompes à essence comme des barricades blanches. Ma classe de fin d'études du lycée en 2012 était probablement réunie autour des cheminées et des tables de dîner à cette heure-ci, 10 ans après le début de leur carrière, mariage et enfants. Pendant ce temps, je comptais des paquets de cigarettes et réapprovisionnais des boissons énergisantes pour le salaire minimum, plus $1 pour le quart de nuit des fêtes. Personne ne voulait travailler le réveillon de Noël, surtout pas les heures de nuit, mais j'avais besoin de l'argent. Le loyer était dû le premier. Ma voiture avait besoin d'un nouvel alternateur et mon propriétaire m'avait clairement fait comprendre que les paiements en retard signifiaient l'expulsion. Alors me voilà, seul dans ce bâtiment fluorescent entouré de présentoirs de jerky de bœuf et de machines à billets de loterie, écoutant une radio grésillante diffuser des chansons de Noël qui ressemblaient davantage à des chants funèbres à travers les haut-parleurs bon marché. Le magasin se trouvait à environ 3 km de la ville la plus proche, un avant-poste solitaire pour les routiers et les voyageurs. Et une nuit comme celle-ci, je m'attendais à peut-être 3 clients au total avant la fin de mon quart à 6 h du matin. La neige avait commencé vers 20 h ce soir-là, de légères bourrasques au début, puis de denses rideaux blancs qui réduisaient la visibilité à presque rien. À 23 h, les lumières du parking étaient à peine visibles de l'intérieur, leur lueur avalée par la tempête. Je me souviens d'être resté près de la fenêtre avec une tasse de café brûlé, regardant les rares voitures avancer lentement sur l'autoroute sans s'arrêter, leurs phares comme des traînées jaunes ternes dans le blizzard. Le système de chauffage grinçait et gémissait comme s'il se battait pour sa vie, et toutes les quelques minutes, les lumières vacillaient à cause du vent qui frappait les lignes électriques. J'avais mon téléphone posé sur le comptoir, faisant défiler les publications Instagram de gens célébrant avec leur famille, ressentant cette solitude particulière qui ne frappe que quand on réalise que tout le monde est ailleurs, au chaud et désiré. La station semblait plus petite d'une certaine manière, les allées plus étroites, le plafond plus bas, comme si la tempête dehors appuyait sur le bâtiment lui-même. J'ai vérifié l'horloge au-dessus de la porte pour probablement la 100e fois de la nuit. Elle indiquait 23 h 47. C'est alors que les phares ont percé la neige. Un SUV sombre, quelque chose de grand comme un Suburban ou un Expédition, est entré dans le parking et s'est garé près de la station de gonflage des pneus, loin des caméras montées au-dessus de l'entrée. Je me suis redressé derrière le comptoir, reconnaissant de quelque chose pour briser la monotonie, et j'ai regardé 2 silhouettes descendre du véhicule. Elles ont marché lentement vers la porte, courbées contre le vent, toutes deux portant de lourds manteaux d'hiver avec les capuches relevées. Rien d'inhabituel à cela étant donné la météo. La porte a tinté quand elles ont poussé, apportant une bouffée d'air gelé et des flocons de neige qui ont fondu instantanément sur le sol carrelé. Je leur ai adressé le salut standard, le « bienvenue » automatique qui sortait de ma bouche 100 fois par quart. Mais aucune d'elles n'a répondu.
Elles se sont simplement tenues là un moment, enlevant la neige de leurs bottes, leur visage caché dans l'ombre de leur capuche. Puis elles se sont séparées, l'une se dirigeant vers les boissons réfrigérées à l'arrière, l'autre errant dans l'allée des snacks. Je les ai observées sur le petit moniteur de sécurité derrière le comptoir, plus par ennui que par suspicion. Le gars dans l'allée des snacks a pris un sac de chips, l'a examiné, l'a reposé, a attrapé une barre chocolatée, l'a retournée dans ses mains, l'a remise sur l'étagère. Il a fait cela 3 ou 4 fois, ne sélectionnant jamais rien, juste touchant les produits et passant à autre chose. L'autre a ouvert une porte de réfrigérateur, et resté là, laissant l'air froid s'échapper, puis l'a refermé sans prendre de boisson. Elles se déplaçaient dans le magasin comme si elles tuaient le temps, comme si elles attendaient quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 23h52. Le premier gars, celui dans l'allée des snacks, s'est dirigé vers le comptoir avec un seul paquet de chewing-gum. Il l'a posé sans me regarder, et j'ai remarqué ses mains. Elles étaient couvertes de gants en latex, du genre que l'on voit dans les hôpitaux ou les scènes de crime à la télévision. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé vers l'autre gars près des frigos et j'ai vu la même chose. Du latex pâle étiré sur ses doigts alors qu'il faisait semblant de lire l'étiquette d'une bouteille de jus d'orange. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette nuit allait devenir quelque chose de très différent de la nuit calme que j'avais prévue. Celui avec le chewing-gum a levé les yeux vers moi et j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Il portait un masque de ski sous son capuche, un tissu noir avec des trous découpés pour les yeux et la bouche. Ses yeux étaient pâles, presque gris, et ils ont soutenu les miens avec une immobilité qui m'a donné l'impression que mes jambes étaient faibles. Il ne clignait pas des yeux. Il ne bougeait pas. Il me fixait simplement comme s'il mémorisait chaque détail de mon visage, me cataloguant pour une raison que je ne voulais pas imaginer. Puis il a parlé, sa voix basse et plate, presque ennuyée. Marche jusqu'à la porte et verrouille-la. Retourne l'enseigne sur « Fermé ». Fais-le lentement. Fais-le calmement. Et ne touche à rien d'autre. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Peut-être pour demander ce qui se passait. Peut-être pour lui dire que je lui donnerais tout ce qu'il voulait. Mais aucun mot n'est sorti. Le deuxième homme était apparu à côté de lui maintenant, et il a reculé son capuche pour révéler un masque de ski identique. Dans sa main droite, tenue près de son corps pour qu'elle ne soit pas visible de l'extérieur, se trouvait un pistolet. Il était noir mat et semblait bien utilisé, du gendarme qui avait déjà vu l'action. Il ne l'a pas pointé sur moi. Il n'en avait pas besoin. Le message était assez clair. Je me suis dirigé vers la porte avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, chaque pas prenant une éternité. La neige tombait toujours lourdement dehors, et je ne pouvais plus voir l'autoroute. Je ne pouvais plus voir de phare ni de signe de vie au-delà du mur blanc du blizzard. J'ai tourné le verrou, le clic résonnant fort dans le silence, et j'ai retourné l'enseigne plastique de « Ouvert 24h24 » à « Fermé ». Quand je me suis retourné, les deux hommes s'étaient déplacés derrière le comptoir, se positionnant là où les caméras de sécurité ne pouvaient pas capturer leur visage. Celui avec le pistolet a fait un signe de tête vers la caisse enregistreuse. « Ouvre-la » a-t-il dit. J'ai entré mon code et le tiroir s'est ouvert avec un tintement mécanique, révélant peut-être $200 en petites coupures. Aucun des deux ne l'a même regardé. Celui sans arme, celui aux yeux gris, s'est approché de moi. Je pouvais sentir l'odeur de fumée de cigarette sur son haleine, rance et âcre. « Nous ne sommes pas là pour ça » a-t-il dit. « Nous sommes là pour le coffre, et tu vas t'asseoir, rester tranquille, et attendre avec nous jusqu'à ce qu'il s'ouvre. » Il a vérifié sa montre, un truc numérique bon marché avec un écran fissuré. 34 minutes. Ils m'ont fait m'asseoir par terre derrière le comptoir, mon dos contre la vitrine à cigarette, mes genoux remontés contre ma poitrine. Celui avec le pistolet, le plus petit des deux, s'est positionné près de la fenêtre où il pouvait surveiller le parking sans être vu de l'extérieur. L'autre, aux yeux gris, s'est assis sur le petit tabouret que j'utilisais habituellement pendant les nuits calmes, tournant lentement d'avant en arrière comme un enfant ennuyé attendant un rendez-vous chez le dentiste. Personne n'a parlé. La radio continuait à diffuser des chansons de Noël. Silent Night passant à Jingle Bell avec une ironie cruelle, et j'avais envie de hurler pour qu'elle se taise. Les minutes s'écoulaient comme des heures. J'ai compté les carreaux du plafond, compté mes propres battements de cœur, compté n'importe quoi pour empêcher mon esprit de sombrer dans la panique. À un moment donné, j'ai réalisé que je tremblais, bien que le système de chauffage diffusait toujours de l'air chaud dans le magasin. C'était le genre de froid qui vient de l'intérieur,
de la peur qui s'est installée dans vos os et refuse de partir. J'ai pensé à ma mère, probablement endormie maintenant, dans son appartement de l'autre côté de la ville, s'attendant à ce que je l'appelle le matin comme je le faisais chaque Noël. J'ai pensé à savoir si j'allais pouvoir passer cet appel. Vers minuit 15, Yegri a commencé à parler. Pas à moi exactement, mais dans ma direction, comme s'il réfléchissait à voix haute, et que je me trouvais simplement là. « Tu travailles tous les vendredis soirs ?» a-t-il dit, sa voix décontractée, presque amicale. « Et tous les mercredis sur 2. Tu fermes seul ces soirs-là. » L'autre gars, le plus âgé avec la barbe, il part à 22h et tu prends la relève jusqu'au matin. Mon estomac s'est transformé en glace. La patrouille de police passe vers 2h du matin, parfois 2h30, a-t-il continué, cochant des détails comme s'il lisait une liste. Ils ralentissent, vérifient le parking, mais ils n'entrent jamais à moins qu'il n'y ait une voiture garée devant. Pas de voiture, pas de vérification. C'est pour ça qu'on s'est garé derrière les poubelles. Il a souri sous son masque. Je pouvais voir le tissu s'étirer autour de sa bouche. On observe cet endroit depuis 9 jours. On sait quand les ramassages d'argent ont lieu. On sait que le coffre a un verrou temporisé de 30 minutes après minuit. On sait que tu es le seul ici et on sait que personne ne vient te sauver. Il s'est penché en avant, ses yeux gris fixés sur les miens. Alors détends-toi. Fais ce qu'on te dit et tu seras chez toi avant l'aube. Fais des histoires et tu ne rentreras pas du tout. Le coffre a émis un bip exactement à minuit 30. Un petit bip électronique qui a coupé le silence comme un coup de feu. Les deux se sont redressés, soudainement alertes. La patience décontractée de la demi-heure précédente s'évaporant en un instant. Yegri m'a tiré sur mes pieds par le bras, sa prise assez forte pour laisser des bleus que je trouverai le lendemain. « Ouvre-le » a-t-il dit. « Maintenant. » Je me suis dirigé vers le bureau à l'arrière avec des jambes instables. Les deux me flanquant comme des gardes de prison escortant un détenu vers sa cellule. Le coffre était une boîte grise trapue boulonnée au sol sous le bureau du gérant. Et mes doigts ont tâtonné avec la combinaison, glissant sur le cadran, me trompant la première fois. Celui avec le pistolet a pressé le canon contre l'arrière de mon crâne, le métal froid embrassant ma peau. Et soudain mes mains se sont stabilisées. La peur a une façon de concentrer votre attention quand la mort murmure à votre oreille. Le verrou a cliqué ouvert au deuxième essai. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets, principalement des billets de 20 et de 10, attachés avec des élastiques. Peut-être 4000 $, 5 au plus. Yegri m'a poussé de côté et a commencé à fourrer l'argent dans un sac de sport noir qu'il avait sorti de sous son manteau. Tout le processus a pris moins de 2 minutes. Je suis resté là à regarder, attendant qu'il parte, attendant que ce cauchemar se termine pour que je puisse m'effondrer, pleurer et appeler la police. Mais ils ne sont pas partis. Yegri a fermé le sac à glissière et l'a jeté sur son épaule, puis s'est tourné pour me regarder avec ses yeux gris vides. « Voici le problème » a-t-il dit, sa voix toujours calme, toujours conversationnelle, comme si nous discutions de la météo. « Tu nous as vus. Pas nos visages, mais nos silhouettes, nos tailles, la façon dont nous bougeons. Tu as entendu nos voix. Tu pourrais nous décrire à un artiste portraitiste. Leur donner assez pour travailler. » Il a échangé un regard avec son partenaire. Une communication silencieuse passant entre eux. On ne peut pas permettre ça. Celui avec le pistolet m'a attrapé le poignet et m'a tiré vers la porte arrière. Celle qui menait à la zone de stockage et aux poubelles derrière le bâtiment. J'ai commencé à résister, enfonçant mes talons dans le sol, mais il était plus fort que moi et mes chaussures ont simplement glissé sur le linoléum. « S'il vous plaît », je m'entends dire, ma voix se brisant comme celle d'un adolescent. Je ne dirai rien. Je n'ai rien vu. Prenez juste l'argent et partez. S'il vous plaît, j'ai une famille. J'ai une mère qui m'attend. Yegri a ouvert la porte arrière, laissant entrer une rafale d'air glacé et de neige tourbillonnante. Tout le monde a une mère, a-t-il dit. Marche. La zone de stockage était sombre à l'exception de la faible lueur d'une seule lumière de sécurité montée au-dessus de l'entrée arrière. Son faisceau presque inutile contre le rideau épais de neige qui tombait. Ils m'ont poussé en avant dans le froid, mes baskets s'enfonçant dans 15 cm de poudre fraîche. Le vent me tailladant à travers ma chemise de travail fine comme des milliers de petits couteaux. Je pouvais voir leur SUV maintenant, garé derrière les poubelles exactement là où Yegri avait dit qu'il serait, son moteur toujours en marche, les fumées d'échappement montant et disparaissant dans la tempête. C'était ça.
Ils allaient me conduire quelque part, dans un endroit isolé, quelque part où la neige recouvrirait mon corps jusqu'au dégel printanier. Quelque part où personne ne penserait à chercher un employé de station-service qui aurait simplement disparu le réveillon de Noël. Mon esprit a passé en revue les options, calculé les chances, pesé la certitude de la mort si je partais avec eux contre la possibilité de la mort si je courais. Celui avec le pistolet était légèrement derrière moi à ma gauche. Yeux gris était devant, marchant vers le véhicule pour ouvrir la porte arrière. Pendant 3 secondes, peut-être 4, aucun des deux n'avait une ligne de mire directe sur moi. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas planifié. J'ai simplement bougé. J'ai pivoté à droite et j'ai sprinté vers le coin du bâtiment, vers le parking avant, vers la route, vers n'importe quoi qui n'était pas ce SUV noir et le destin qui m'y attendait. J'ai entendu des cris derrière moi, étouffés par le vent et la neige, puis un son que je n'oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai. Un craquement sec suivi d'une explosion de poussière de briques du mur à quelques centimètres de ma tête. Il avait tiré sur moi. Il avait réellement tiré sur moi. J'ai continué à courir, glissant sur la glace, me rattrapant avec une main dans la neige, me relevant sans m'arrêter. J'ai contourné le coin du bâtiment et j'ai vu des phares sur l'autoroute. 2 yeux jaunes coupant à travers le blizzard. Se rapprochant. J'ai couru vers eux, agitant les bras, hurlant des mots que le vent a emportés avant qu'ils ne puissent se former. Le véhicule, un camion avec une lame de déneigement à l'avant, a ralenti en s'approchant. Je me suis jeté sur la route, directement sur sa trajectoire, le forçant à s'arrêter. Le conducteur, un homme corpulent en veste à carreaux avec une barbe grise et des yeux confus, a baissé sa vitre et a demandé ce qui se passait au diable. Je n'ai pas pu répondre. Je me suis simplement installé sur le siège passager, j'ai verrouillé la porte, et j'ai dit au chauffeur de conduire. Il a dû voir quelque chose dans mon visage. Une terreur animale qui l'a convaincu de ne pas discuter, car il a mis le camion en marche et s'est éloigné. J'ai regardé par la vitre arrière, m'attendant à voir le SUV à notre poursuite, mais il n'y avait rien. Juste de la neige et de l'obscurité et la lueur déclinante de la station-service disparaissant dans la tempête. L'homme dans le camion s'appelait Howard Gilmore, et il m'a conduit directement au poste de shérif du comté à 20 km sur la route 9. J'ai fait ma déposition 3 fois cette nuit-là. Une fois au député de service, une fois au shérif lui-même quand il est arrivé à 4 heures du matin, et une fois de plus à un détective de la police d'État qui est arrivé vers l'aube. Ils ont trouvé le SUV abandonné 2 jours plus tard dans un parking de Walmart à l'extérieur de Columbus, nettoyé de toute empreinte, enregistré au nom d'une femme en Pennsylvanie qui l'avait signalé volé 3 semaines plus tôt. Les images de sécurité de la station-service montraient 2 figures masquées, de taille et de corpulence correspondant à ma description, mais rien qui puisse les identifier. Aucune arrestation n'a jamais été faite. L'affaire a été classée sans suite en 6 mois, rangée avec des centaines d'autres vols non résolus dans le Midwest. Je ne suis jamais retourné dans ce speedway. Je n'ai plus jamais travaillé de nuit nulle part. J'ai déménagé dans l'Indiana ce printemps-là pour vivre plus près de ma mère, j'ai pris un emploi dans un entrepôt où je pointe à 17h et je rentre chez moi pendant qu'il fait encore jour. Parfois, quand je suis seul et que la maison est silencieuse, je pense à ces yeux gris qui me regardaient à travers les trous de ce masque de ski. Et je me demande s'il pense parfois à celui qui s'est échappé. Je me demande s'il observe une autre station-service en ce moment, comptant les jours, apprenant les habitudes, attendant un autre réveillon de Noël et une autre personne qui a tellement besoin de la paix des fêtes qu'elle travaille seule dans le noir. Je m'en suis sorti. J'ai survécu. Mais j'ai laissé quelque chose derrière moi dans cette tempête de neige. Un certain sentiment de sécurité que je ne récupérerai jamais. Chaque fois que je vois un SUV noir ralentir près de moi, chaque fois qu'un inconnu en manteau d'hiver me regarde un peu trop longtemps, je le ressens à nouveau. Cette certitude que le monde est rempli de prédateurs. Et parfois, la seule chose qui se tient entre vous et eux est la chance, le timing, et un inconnu dans un camion qui a décidé de s'arrêter.